À Simon qui nous a rejoint et bienvenue aux étudiants qui nous ont rejoints aussi. On peut faire une pause d'une dizaine de minutes. Je ne sais pas exactement comment faire. Voilà. Bien, nous allons maintenant écouter Clément Pélissier, qui est passionné par l'imaginaire et la culture pop au point qu'il en a fait son métier, à la suite d'un doctorat à Grenoble consacré aux comic books et aux super-héros. Devenu auteur conférencier, il adore partir à la conquête de nouveaux terrains et réfléchit aussi bien aux jeux vidéo qu'aux séries télévisées et au cinéma. Comme moi, mais en plus jeune, en somme, s'il me permet cette petite plaisanterie. Il intervient souvent auprès du grand public sur les cultures de l'imaginaire et anime depuis 2016 le podcast thématique Pop en Stock France. Il publie des essais thématiques sur la pop culture chez Sword Editions depuis 2021 et je vais lui laisser tout de suite la parole sur les mythes et préjugés quand Genndy Tartakovsky bouscule les convictions des monstres. Je te laisse la parole, Clément. Merci beaucoup, Sébastien. Alors déjà, je fais un test. Attention, partage d'écran. Est-ce que c'est bon pour vous? On C'est m'entend bon. toujours? Ouais. Est-ce que si je fais ça, ça bouge? Ouais, c'est bon. Parfait, mais c'est génial, ça marche d'un coup, dites donc. Super. Donc, merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, tout le monde, aux organisatrices de ces journées d'études. C'est toujours une grande joie de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir voir que je ne suis pas le seul cinglé dans le périmètre sur la pop culture. Je suis vraiment très, très heureux de pouvoir dialoguer avec vous encore une fois et de pouvoir dialoguer sur Genndy Tartakovsky, qui pour moi est un génie par trop méconnu, en fait. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce monsieur. On va dire que il est d'origine russe. C'est un producteur, réalisateur, créateur américain, mais d'origine russe. Il a pas mal travaillé au début de sa carrière avec le studio Hanna-Barbera. On lui doit notamment le laboratoire de Dexter. Je vais y arriver, une aide de production sur les Super Nana, les Powerpuff Girls en anglais. On lui doit également la réalisation du long métrage de ces mêmes Super Nana. On lui doit le travail avec George Lucas sur Star Wars Clone Wars. Et enfin, en termes d'animation, on va citer Hôtel Transylvanie, puisque c'est évidemment le sujet de ma communication par rapport aux monstres. Alors, on va replacer les choses. Hôtel Transylvanie, donc Hôtel Transylvania, dans sa version originale, c'est un film américain donc, dont Genndy Tartakovsky est le réalisateur en 2012. Il donnera lieu à 2 suites réalisées par lui et à un 4e film qui n'a pas été réalisé par le même monsieur et que je n'ai pas vu. Je dois vous l'avouer, je n'ai pas pris le temps de le voir parce que Tartakovsky n'en était pas le réal, mais je prendrai peut-être le temps. Du coup, je vais surtout vous parler des 2 premiers. Il y a peut-être moins de choses à dire sur le 3e, sur le sujet précis de ma communication. Donc, je vais surtout vous parler du diptyque Hôtel Transylvanie 1 et 2. Donc, d'abord, en 2012, pour le premier film. Donc, je vous rappelle un petit peu les faits. Le comte Dracula, ou Drac dans le film, vit avec sa fille à l'abri des humains en plein cœur de la Transylvanie. Il est le gérant de l'hôtel Transylvanie, un hôtel dont la clientèle se compose exclusivement de monstres. Il vit dans la haine et la peur des humains et doit réfréner les envies de sa fille, qui au début du film va sur ses 118 ans, donc dans sa prime jeunesse, dans sa prime adolescence, et elle a envie de voir le monde extérieur, mais il va essayer de réfréner les envies de sa fille de visiter le monde extérieur. Et il s'avère que le monde protégé de Drac va se trouver chamboulé par l'arrivée de Johnny, un ado humain, dans son hôtel. Alors, la première chose que l'on peut dire sur le premier opus et sur l'ensemble de la série, c'est que pour détourner les mythes et l'imaginaire populaire autour des monstres, encore faut-il connaître ces imaginaires. Et il se trouve que Tartakovsky les connaît très bien. C'est comme ça qu'il peut les tordre. Et du coup, il a un terrain de jeu assez vaste. Hein. C'est un film d'animation centré autour de la Transylvanie et de Dracula. Donc autant vous dire que ça convoque un imaginaire très vaste, à destination ici d'un jeune public, certes, mais comme vous le savez, dans les films jeunesse,
Les adultes y trouvent aussi leur compte. C'est comme ça qu'on voit d'ailleurs les bons films jeunesse. C'est que les adultes peuvent aussi avoir des niveaux de lecture. Et vous allez voir que c'est le cas. Et puis, même si c'est une comédie familiale, hein, l'humour trouve donc parfaitement sa place et il sert aussi à nuancer quelque part une dimension horrifique propre au mythe de Dracula. Donc, du coup, ce mythe de Dracula et la Transylvanie, c'est un ensemble de clichés, mais aussi d'hommages dans le film assumés à la pop culture. Par exemple, le groupe des personnages principaux constitue un hommage à la Hammer. Et Antonio va être content parce que du coup, ça permet de citer Frankenstein. Il y a Frankenstein dans la bande des amis d'Aubrac et il s'appelle Frank pour le coup. Gandhi a joué volontairement, évidemment, avec la confusion de l'imaginaire populaire entre le créateur et le monstre. J'adore cette confusion. C'est peut-être la confusion qui me fait le plus sourire dans notre imaginaire contemporain. Mais voilà. Donc, on a Murray, la momie, on a le loup-garou, on a Wayne, donc Wayne, le loup-garou, Murray, la momie, Frank, le monstre de Frankenstein. Donc, c'est toute la bande de la Hammer, quelque part, puisque Frank a complètement le physique de Boris Karloff, hein. C'est totalement ce monstre-là qui est convoqué. Et puis, pourquoi je vous montre depuis tout à l'heure cette petite image de Dracula? Parce que Dracula lui-même, dans le film de Tartakovsky, ce look-là, donc la cape, le dandy, les canines, renvoie, il faut le rappeler, à une imagerie populaire très ancienne, notamment au cinéma. Donc on peut penser bien évidemment à Coppola, mais avant cela, bien avant Coppola, on a quand même le film de Todd Browning en 31 qui fait partie justement de la série Universal Monsters. Donc tout est dans tout, tout est lié bien sûr. Donc on y va. Tartakovsky, c'est un excellent metteur en scène. Il va jouer avec les codes de l'horreur et du monstre pour mieux les tordre. Par exemple, la toute première scène du premier film, c'est celle-là, joue avec l'idée du prédateur nocturne, avec l'ombre, avec les griffes qui s'allongent démesurément. En fait, il s'avère que Dracula ne cherche qu'à amuser sa fille, qui est à ce moment-là bébé, hein, on voit le berceau, et d'ailleurs, il va s'excuser de lui avoir fait peur au départ. Donc, tout de suite, on va désamorcer quelque chose. Et j'adore cette image. Je pourrais passer 1 heure et demie sur cette image, mais je ne vais pas le faire, rassurez-vous. Pourquoi j'adore cette image? Déjà parce que ça humanise justement terriblement le personnage de Dracula et le personnage de Mavis. Parce que ce qui va être très important dans Hôtel Transylvanie, et on va voir qu'il va y avoir une évolution assez savoureuse dans la saga, très important dans Hôtel Transylvanie, c'est la filiation. C'est le fait d'être une famille, c'est le fait de grandir, c'est le fait d'être la fille de Dracula et d'être le père d'une jeune vampire qui va demander à être indépendante et qui va trouver l'amour. Et justement, cet anthropomorphisme, cet anthropomonstrisme, pourrait-on dire, ça va nous rendre Dracula immédiatement sympathique, puisque les relations familiales, bah, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Nous sommes tous fils, frères, papa peut-être, ou maman, bien sûr. Au féminin, ça marche parfaitement, évidemment, de quelqu'un. Donc forcément, la famille, c'est quelque chose que nous connaissons. Et pourquoi j'adore cette image? Parce que justement, Dracula va essayer pendant tout le premier film d'inculquer à ses congénères et à sa fille la peur des humains. Et regardez-moi ce livre qu'il a bricolé de toutes pièces de ses mains, Tales of Humans. Donc, ça pose d'emblée la problématique, c'est que, et regardez le regard de la pauvre petite Mavis qui est terrifiée, justement, Dracula raconte des histoires d'humains à sa fille alors pour l'endormir, c'est pas gagné du coup, mais au moins pour lui inculquer la crainte des humains. Et je trouve ça génial parce que du coup, ça met bien la posture de Tartakovsky. Les prédateurs ne sont plus les monstres, les mythes ne sont plus du côté des monstres, ils sont du côté des êtres humains. Ça fait penser à Tales of the Crypt, voilà, évidemment, la citation est évidente ici. Autre image que j'adore, regardez, c'est un mobile d'enfant avec des têtes coupées, des poissons morts, des haches. Alors moi j'adore cette image, d'une part parce que je suis un peu bizarre, d'autre part parce que je trouve qu'elle est très forte aussi, parce que c'est la symbolique de l'enfance, ramenée à l'univers des monstres, et quelque part on va adoucir cette symbolique de l'enfance monstrueuse en ramenant le fait que, ben oui, des bébés humains, des bébés que nous connaissons, ont aussi des mobiles pour les éveiller
à leur univers. Et quelque part, Mavis étant un monstre, elle va s'éveiller à son univers aussi, avec ce petit jouet d'éveil ici. D'ailleurs, dans le vocabulaire utilisé par Dracula, il s'adresse à sa fille souvent à base de macani en sucre, mon ulcère, ma chauve-chérie. Essayez donc d'appeler un de vos proches comme ça. Voilà, mais c'est comme ça que l'amour de Dracula se concrétise. Alors du coup, quelle est la problématique dans le film? C'est simple en fait. Mavis a ses 118 ans au début du film et elle rêve d'indépendance, ou du moins elle rêve de découvrir le monde. Dracula va céder et va laisser sa fille partir voler, devrais-je dire, voler à quelques encablures de l'hôtel pour aller dans le village environnant. Village qui va lui réserver un accueil, comme vous le voyez, assez typique. Assez typique, justement, on retrouve la symbolique du feu, feu qui terrifie Frankenstein, bien sûr. Il faut savoir une chose, c'est que dans ce film et dans cette saga, il y a quelque chose à dire du travestissement et du déguisement. C'est un sujet qui va beaucoup intéresser aussi Gandhi. Parce que, en fait, Drac a tout monté de ses propres mains avec la complicité du personnel de l'hôtel. Il met en scène des humains agressifs dans un faux village pour dissuader Mavis de découvrir le monde extérieur. Et précisément, c'est encore un détournement qu'il se permet de faire. Il va bousculer les attentes même du spectateur et de sa fille, puisque tout passe dans le théâtre, le déguisement, le travestissement. Regardez, les masques tombent, et c'est le cas de le dire, les zombies sont masqués, mais c'est bel et bien le personnel de Drac qui va se livrer à cette petite comédie et cette mise en scène. Alors, donc c'est un premier niveau de déguisement. Donc tout marche bien jusqu'au moment où les zombies reprennent leur nature primale de zombies et se mettent le feu entre eux et se plantent des fourches dans la tête entre eux. Toute personne normale verrait la supercherie. Or, il se trouve que Mavis n'a été nourrie des images d'humains que par celles qui passent dans les récits de son père. Donc, elle n'a jamais vu un véritable humain. Par conséquent, ce qu'elle voit ici, évidemment, elle ne voit pas le visage des zombies, hein, mais en tout cas, pour elle, c'est tout à fait normal et donc tout à fait terrifiant, tout à fait monstrueux. Donc, elle va s'en aller persuadée que les humains sont des monstres intolérants. Donc, Dracula a gagné, son subterfuge a fonctionné. Il y a un deuxième niveau de déguisement. Je vous l'ai dit, Johnny, l'arrivée de Johnny va casser la baraque. Regardez comment il arrive. Ça, c'est la première image de Johnny. Avec un sac à dos monstrueux, avec ma foi, ce qui ressemble à un sac de couchage venu des enfers, ou Dieu sait quoi, mais en tout cas, c'est la première image de Johnny. On ne voit pas son visage. Par conséquent, on a la sensation que c'est un élément monstrueux qui débarque dans la porte tournante de l'hôtel, jusqu'à ce qu'il se retourne et montre ce visage d'ado dépenaillé, complètement subjugué par le fait qu'il est tombé sur un hôtel sympathique. Voilà. Ça, c'est donc le deuxième niveau. Mais il va falloir que Drac empêche la panique de prendre à la gorge les clients de l'hôtel. Et le troisième niveau de déguisement, c'est que Johnny est persuadé d'avoir affaire à des monstres déguisés, parce que nous sommes dans le contexte de l'anniversaire de Mavis. Par conséquent, il pense avoir débarqué dans une fête costumée. Et Drac ne va pas les conduire, au contraire, il va le faire jouer le rôle de Frankenstein, le rôle du cousin de Frankenstein, du côté de sa main droite, hein, du coup. Il va déguiser, il va grimer Johnny une fois pour toutes, mais Johnny va se rendre compte que justement les monstres sont vrais. Quand il va passer la main au travers d'un squelette et qu'il va voir que les côtes, c'est pas du plastique, il va commencer à paniquer sacrément. Donc on voit que les préjugés monstrueux passent d'un autre bord. Cette fois, c'est Johnny qui prend peur des monstres, tel que l'imaginaire populaire nous pousse à avoir peur des monstres. Et il va s'adresser à Dracula, alors qu'il essaie de fuir quelque part pour sa vie. Il a très peur d'être dévoré. Et pourquoi est-ce que mes images ne bougent plus? Quelle est cette diablerie? Alors, plus rien ne bouge. Ah, on va régler le problème. Excusez-moi,
Alors, que s'est-il passé? Que signifie cela? Papapam, Tout comme ça, tu peux, Clément. euh, alors, attends, parce que je ne sais pas trop comment. J'arrive pas à revenir sur le. On va le refaire. Excusez-moi. Alors, donc on trouve cette idée que effectivement Johnny va devoir affronter une peur un petit peu viscérale, hein, une peur ancienne des monstres. Et là encore, Dracula va lui-même désamorcer les préjugés parce que quand Johnny va demander à Drac si l'ail fait quelque chose au vampire, il va répondre que ça lui donne simplement mauvaise haleine. Quand il va lui demander pour le pied dans le cœur, Dracula va répondre oui, qui est-ce que ça ne tuerait pas? Et enfin, pour ce qui est du sang humain, Dracula va répondre mais qui a inventé cette imbécilité? Le sang humain est beaucoup trop gras, on ne sait jamais où il a traîné. Je ne me nourris que de substituts. Donc en fait, il explique à Johnny que quelque part, il n'a rien à craindre de lui, mais mine de rien, sa présence lui pose un certain nombre de soucis. Alors finalement, la confiance va s'installer entre eux, alors que l'idylle avec Mavis se fait doucement jour entre les deux, hein. Johnny est déguisé pendant toute une partie du film, et la confiance entre Drac et Johnny va se faire jour quelque part. Et le vampire va accepter de s'ouvrir à lui. Il va lui expliquer finalement les raisons profondes de son aversion pour les humains. Il va lui montrer un portrait de la comtesse de Lupov. Et Johnny va lui dire que cette comtesse est l'objet d'une légende. On raconte l'histoire d'un couple qui s'aimait tant que leur amour est devenu légendaire et qu'un jour, leur destin fut scellé tragiquement dans l'incendie de leur château. Et Drac, à ce moment-là, va être montré avec toute la tristesse du monde et tout le poids des siècles sur les épaules et va révéler à Johnny que cette légende est fausse, car un seul des deux vampires a péri et il va montrer le portrait familial de la comtesse de Lupov et lui-même. Et il va révéler à Johnny qu'en fait, ce sont les humains qui ont traqué les deux vampires et que malgré les tentatives d'apaisement de Drac, ils ont tué son épouse et incendié sa demeure. Et c'est la raison profonde de la haine de Drac envers les humains. Et finalement, ici, Genndy Tartakovsky revient avec le mythe du vampire. Car finalement, la plus grosse malédiction du vampire, n'est-ce pas finalement de survivre aux autres? Il survit aux humains qui sont mortels et il survit même parfois à ses congénères. Et il va demander à Johnny, peux-tu me promettre que si nous sortons au grand jour, tous les humains nous accepteront? Johnny ne va pas répondre car il ne peut pas porter la responsabilité d'une telle assertion. Mais un autre type de public va nous être montré. Alors que la supercherie est révélée, que le maquillage de Johnny est tombé et que finalement la présence d'un humain dans l'hôtel a été révélée vers la seconde moitié du film et que Mavis, folle de rage, a compris toute la supercherie et que les clients de l'hôtel envisagent de s'en aller. Drac a compris que Mavis et Johnny étaient tombés amoureux l'un de l'autre et que si jamais il se mettait en travers de cet amour, eh bien sa fille serait éternellement malheureuse. Alors il va décider, même en plein jour, d'aller chercher Johnny, qui va s'envoler pour l'aéroport. Qui va s'envoler du moins pour sa destination suivante à l'aéroport, pardon. Et voici qu'il débarque en plein milieu d'un Monster Festival. Il voit plein de gens déguisés en monstres. Choses qui vont les surprendre. Parce qu'il tombe en plein milieu d'une convention de geeks. Pourquoi j'embête gentiment Sébastien pour expliquer une journée d'études ou des journées d'études sur l'évolution des freaks and geeks et otaku serait très intéressante? C'est parce que là, Genndy Tartakovsky rend hommage à ceux qui aiment la pop culture. Dieu sait que dans la pop culture, les geeks, freaks et otaku ont été moqués. Mais pas là. Pas là du tout. Au contraire, Genndy Tartakovsky leur confère la mission de dégoupiller les mythes et surtout d'aimer les monstres. Et c'est bien pour ça que nous sommes là. C'est une mise en abîme merveilleuse, parce que nous aimons les monstres, justement.
Et voilà le Boris Karloff de Tartakovsky. Le problème, c'est que c'est une foule compacte qui se dresse devant eux. Et du coup, pour aller à l'aéroport, il va falloir passer. Il va falloir passer à pied, d'autant que Drac est un peu en train de brûler parce que soleil, tout de même. Hein. Et donc, du coup, Frank va monter au sommet de l'énorme ballon gonflable en forme de Frankenstein, mise en abîme magnifique. Hein. Lui-même est très surpris d'avoir un ballon gonflable à son effigie, et il va hurler sur la foule en leur disant « J'essaie de vous faire peur », et il va s'entendre répondre « On sait et on t'aime ». Et une jeune fille hystérique va lui demander de signer sa torche. Voilà, c'est le genre de choses qui est absolument magnifique. Et justement, Frank va raconter l'histoire de Dracula et expliquer aux fans, expliquer aux freaks, geeks, que la fille de Dracula est malheureuse et que Dracula doit absolument passer. Et alors, les fans vont s'allier, vont lever leur cape pour faire obstacle au soleil et permettre aux vampires de passer. Et finalement, c'est bel et bien un flambeau que fait passer Tartakovsky. Il va aider les monstres à comprendre que, certes, tous les humains ne sont pas favorables aux monstres, mais les geeks, eux, le sont. Ceux qui aiment la pop culture le sont. Et nous sommes bien placés pour le savoir, messieurs, dames, me semble-t-il. Donc voilà, j'aime beaucoup cette mise en abîme, cette double lecture de Tartakovsky. Et il est bien évident que Tartakovsky est un énorme fan de la pop culture. Une pop culture qui va se permettre de critiquer, regardez. C'est magnifique ça aussi. Je pense que vous connaissez la référence, vous reconnaissez le film qui est ici parodié. En fait, donc Dracula parvient à passer, il s'envole en chauve-souris, il se colle à la vitre de l'avion qui emmène Johnny loin de sa fille, et il va voir un film qui est diffusé. Et évidemment, la citation de Twilight est évidente. Et alors même qu'il est en train de brûler, Dracula regarde la caméra et dit d'une manière complètement dépitée, alors c'est comme ça qu'il nous imagine. Oui, c'est comme ça qu'une partie de la pop culture imagine le vampire. Et là, Genndy Tartakovsky va s'en moquer un petit peu de cette relecture du mythe par Edouard de Bella. Hein. Vous connaissez bien l'histoire. On va passer au deuxième. Il est important de citer. Alors, est-ce que du coup, je pense que j'avais les choses. Voilà, je voulais vous montrer quelque chose avant de parler du deuxième. Il y a quelque chose d'assez fou. Tartakovsky est quelqu'un évidemment d'extrêmement cultivé. Et il y a un tableau qui est très important dans l'histoire de l'art et de la pop culture en général, c'est L'île des morts, hein, de Böcklin. Donc, première version en 1880, dernière version en 86. En 80, il s'appelle d'ailleurs L'île au tombeau. Avant de s'appeler l'île des morts par la suite. Et il se trouve que ce tableau a été l'objet limite d'un multivers, tellement il a fasciné. Il a fasciné, et je vous conseille l'extraordinaire vidéo de Alt 236 consacrée à l'histoire de l'île des morts. Voilà, je vous conseille d'ores et déjà Alt 236, qui est un être humain fantastique dont l'érudition rivalise avec les grands pontes qui sont ici. Donc voilà, voyez ces vidéos, et voyez donc la vidéo de l'île des morts, et la citation qu'en fait Tartakovsky, elle est placée plusieurs fois dans le film, hein, on la voit à différents moments, et ça ne peut pas être un hasard, parce que je ne crois pas en hasard dans l'œuvre de création. Il y a de l'inconscient, évidemment, très probablement, mais le hasard, ce n'est pas possible. Et une des hypothèses pour laquelle Tartakovsky est un peu obsédé par ce tableau dans le premier Hôtel Transylvanie, c'est peut-être qu'il cherche à rendre hommage à son papa, passé dans l'autre monde, qui était, à l'image de Drac, un père sévère, mais avec lequel il entretenait une relation de fascination, finalement, de fascination-répulsion. Et l'idée que ce titre, que ce nom de Genndy Tartakovsky, à la fin, soit présenté en frontal avec l'image de Drac qui regarde d'une manière mélancolique et fière à la fois, peut-être a-t-il cherché à rendre hommage à ce père passé dans l'île des morts. Étant donné que la filiation est un thème très important pour Hôtel Transylvanie,
je ne pouvais pas ne pas le citer. Voilà. Et puis c'est une lecture qui me plaît. Encore une fois, c'est une hypothèse qu'il faudrait un peu mieux creuser que cela, mais tout de même, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. On va passer au deuxième film, le deuxième film donc, qui est Hôtel Transylvanie 2. Hop là. Oui, mais forcément, si je ne remonte pas au bon moment dans mon affaire, ça ne va pas le faire précisément. Alors, le 2 il est là, il arrive. Excusez-moi, c'est de ma faute, j'ai un petit peu ma tête. Voilà. Nouvelle occurrence des monstres ici, hein. Donc, on est cette fois en 2015, hein. C'est une suite, hein, tout simplement. Une suite directe, je vous rappelle les faits. Cette fois, les préjugés sur les monstres prennent une autre direction. Il ne s'agit plus de se protéger des humains ou des monstres. Cette fois, les humains sont tout à fait admis dans l'hôtel. Drac a un petit peu évolué par rapport à ça. Mais du coup, Drac va évoluer vers une autre forme de maniaque, finalement, puisque maintenant, il s'avère que sa fille est enceinte de Johnny, et il va chercher à perpétuer les traditions des Dracula. Il aurait très envie que sa fille enfante d'un vampire. Il s'avère que les canines et la nature vampirique d'un humain, enfin d'un individu issu d'un accouplement hybride, n'apparaît que vers 5 ans. Donc, pendant 5 ans, Drake va faire tout ce qu'il peut pour amener Dennis à s'intéresser à une potentielle nature monstrueuse. Et Dennis, en petit garçon, est tout à fait fier de montrer à Papy Drac les monstres que lui, il aime. Voyez la pop culture et une citation magnifique à la fois du Muppet Show, à la fois de Casimir, on ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà les monstres aimés par Dennis, ce qui va un petit peu froisser notre ami traditionnaliste Drac. Hein, justement, c'est pas l'idée qu'il se fait des monstres, surtout pas des monstres gentils. Autre chose, il va essayer, et ça, cette séquence me fait tellement rire dans le film, il va essayer justement d'amener Dennis en pèlerinage monstrueux. Il va essayer de le rapprocher des racines monstrueuses en demandant à ses congénères d'éveiller en lui la peur et la fascination du monstre. Et il va emmener Dennis sur les traces de son ancienne colonie dans laquelle Drac, à l'époque, s'est formé en vampire. Voilà à quoi est réduite la colonie de vampires, parce que maintenant, les normes de sécurité sont passées par là. Donc finalement, on a l'idée que Drac est totalement hors du temps. Voilà, on retrouve le poids des siècles. Il ne comprend pas l'époque dans laquelle il vit. Il n'arrive pas à comprendre que même les monstres ont évolué. Et il n'arrive pas à comprendre la technologie. Il a un rapport catastrophique avec la technique. Chose absolument savoureuse aussi, regardez comment il essaie de coiffer Dennis, si c'est pas mignon. Voilà, on retrouve tout à fait la patte de Dracula, j'ai envie de dire. Je trouve ça absolument adorable. Et quand on demande à Dennis, est-ce que tu connais un monsieur cool avec une cape? Je vous laisse imaginer la réponse à laquelle s'attendra, qu'évidemment, voilà ce que répond Dennis: Batman. Alors, comment ne pas penser au film de Tim Burton en 89 qui relie complètement Batman et le vampire. Rappelez-vous de la scène d'ouverture, hein, où deux malfrats discutent de la présence de Batman et où l'un des malfrats est terrifié à l'idée de se retrouver vidé de son sang. Et c'est aussi, bien évidemment, une citation de la pop culture et une citation de ce qui, en 2015, finalement, plaît aux enfants. Hein. Et le monsieur cool avec une cape, dans la tête de Dennis, c'est Batman, précisément. Et je trouve la citation tout à fait savoureuse. Alors, justement, quel est l'enjeu de ce deuxième film? C'est justement le fait que Dennis va-t-il être un humain et un vampire? Si c'est un humain, Mavis et Johnny vont partir dans la famille de Johnny. Et si c'est un vampire, alors ils resteront à l'hôtel. Et vous comprenez que Drac est très angoissé de cette situation, parce que d'une part, il aimerait perpétuer la tradition des monstres, mais d'autre part, il a très peur de se retrouver seul et séparé de sa fille, bien évidemment. Et il va commettre des erreurs, évidemment, dans la dramatisation du film. Il va faire des bêtises, il va mettre Dennis en danger, et Mavis, d'une voix chargée de toute la colère d'une mère,
qui a eu peur pour son enfant, va asséner à son père: tu as peut-être laissé les humains entrer dans ton hôtel, mais tu ne les as pas laissés entrer dans ton cœur. Voilà, donc il va y avoir une fête d'anniversaire, encore une fête costumée, avec ces deux personnages qui vont débarquer. Il existe plus traditionnaliste que Drac. Il existe son père, justement, Papy Vlad. Alors là, le Vlad, évidemment, n'est pas hasardeux, vous en doutez, c'est Vlad Tepes. Euh, donc c'est un traditionnaliste plus, et qui ne pourrait pas tolérer la présence d'humains à une fête. Et il s'avère que le méchant du film, eh ben, finalement, ce n'est pas lui, hein, c'est la chauve-souris qui se trouve, la chauve-souris monstrueuse précisément, qui se trouve à ses côtés et qui s'appelle Bella. Donc on fait difficilement plus oxymorique comme nom, mais elle va s'en prendre au petit Denis et à sa compagne dans la fin du film. Denis, spoiler, qui va donc se révéler être un vampire. Hein. Mais du coup, il va falloir réorganiser une autre fête d'anniversaire. Et pour ne pas contrarier les attentes de grand papy Vlad, on va se déguiser à nouveau. Et Johnny va se retrouver affublé, cette fois d'un déguisement de vampire. Et puis, cette fois, ce sont les humains qui vont jouer les monstres, parce que la famille de Johnny veut bien faire et se déguise donc dans ce qu'elle imagine être des monstres. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que ce qui va réveiller Drac, ce qui va le sortir de son verrou quelque part, de son verrou traditionnaliste, c'est cette séquence-là, où Vlad va utiliser ses pouvoirs pour transformer le monstre kaki que l'on a vu à l'écran en un véritable monstre, puisqu'il espère terrifier Denisovitch, comme l'appelle Drac. Il espère le terrifier et ainsi faire sortir ses canines et révéler sa nature vampirique. Sauf que quand Drac va voir la terreur dans les yeux de son petit-fils, il va cette fois s'opposer à son père. Voilà, encore l'affiliation. Il va cette fois s'opposer à son père en disant que peu importe qu'il soit vampire, en tous les cas, c'est le garçon le plus mignon et le plus gentil qui lui était donné de connaître. Et en fait, il va rejeter cette tradition familiale. Après quoi, Vlad va finalement s'adoucir en disant que de toute façon, ses canines à lui sont tombées depuis des siècles et qu'il a un dentier. Donc, de toute façon, c'est pas si grave. Voilà, tout finit bien quelque part. Mais vous voyez bien les différentes strates de monstres et la codification du monstre. Et Genndy Tartakovsky en a une très grande conscience. Alors, le 3 est peut-être moins... Enfin, c'est pas qu'il est moins intéressant, c'est que au niveau de la famille, il y a peut-être moins de choses à dire au niveau des monstres. Cette fois, Drag va devoir affronter Van Helsing, Van Helsing qui a survécu au travers des siècles par la technologie et qui a une dent contre lui, c'est bien de le dire, et qui va tenter, sous couvert d'inviter toute la famille en vacances, qui va tenter de l'assassiner. Et là, on va retrouver l'idée de la compréhension que les monstres doivent être traités sur un pied d'égalité avec les humains, et il va y avoir donc une histoire d'amour pour Drac, cette fois, hein, qui va accepter justement de faire le deuil définitivement de Martin. Mais en tous les cas, dans ce diptyque, pour la déconstruction des mythes monstrueux, il me semble que Tartakovsky a été très fort, puisqu'il est capable de jongler entre les attentes et les légendes qui circulent sur les monstres, et finalement ce que la réflexion permet de désamorcer, de dégoupiller, faisant de Hôtel Transylvanie une comédie familiale, comme je l'ai dit, mais une comédie chargée de sens, à laquelle les adultes peuvent tout à fait être réceptifs. Et je vais m'arrêter par là, parce que je pense que j'en ai déjà beaucoup dit, et de toute façon, on va continuer de discuter, je n'en doute pas. Je vous remercie pour votre attention. Merci, mon cher Clément, pour cette présentation. Bon, tu sais que j'aime beaucoup ces types de monstres. C'est un peu comme les monstres de la famille Adams pour moi. Oui, Et puis, exactement. il y avait Qu'est-ce qui se passe? quand j'étais petit, on voyait un clip d'une chanson qui s'appelait Monster Mash et où on voyait des monstres de toutes sortes défiler les uns après les autres, les uns à la suite de l'autre pour réaliser une sorte de soupe de monstres pour Halloween. Je crois que c'était Bobby Pickett, bien 10 ans avant ma jeunesse en quelque sorte, qui avait inventé ça. Et ça m'a fait penser, c'est très intéressant, ces films d'animation ou ces dessins animés pour les courts-métrages qui traitent de ces questions. On va évidemment reparler de tout ça après. Là encore, je pense qu'il y aura beaucoup d'interventions de la part des uns et des autres. Je, Pour juste, le,
pour les freaks geeks, bien sûr, je suis partant, moi, il n'y a pas de, il y a Mm. pas de problème. Non, non, mais je te taquine un petit peu. Je sais que tu es partant. Je te taquine. Juste, je réagis au chat. Oui, Bella Lugosi, bien sûr. Oui, 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 oui. J'y ai pas pensé, mais oui, c'est évident. Oui. C'est bien sûr que c'est évident. On fait la Voilà. pause peut-être maintenant, et puis on reprend d'ici 10 minutes, un quart d'heure. C'est toujours un plaisir de retrouver Christian Chelbourg à nos journées et à nos colloques en ligne, puisqu'il en est un habitué. C'est un système qui fonctionne bien, que ces colloques en ligne, me semble-t-il, et que